Un homme ordinaire, jeté en prison sans preuve, découvre l'enfer des cellules japonaises. Mais au lieu de se laisser briser, il décide de s'échapper. Un choix qui va marquer l'histoire carcérale du Japon. Des barreaux fondus au sel, des tunnels creusés à la main, des menottes qui tombent comme par magie, ces évasions défient la logique. Voici comment Yoshi Shiratori est devenu une légende vivante, capable de disparaître dans des prisons réputées inviolables. Petit voyage spatio-temporel. On est maintenant dans le Japon des années 30 et plus précisément en 1933 et notre histoire commence par la première mésaventure de Yoshi Shiratori. Yoshi est un simple pêcheur de 28 ans vivant à Hokkaido, une des îles principales du nord du Japon avec sa femme et sa fille. Un jour, un vol a lieu dans un entrepôt de marchandises à Higashitsugaru dans la préfecture d'Aomori où il habite. Les choses tournent mal et le fils du propriétaire est tué. La police se lance alors dans une longue chasse à l'homme pour retrouver le coupable. Et en 1935, un homme est arrêté et dénonce Yoshi comme participant au vol et au meurtre. Pensant pouvoir prouver son innocence vis-à-vis du meurtre, Yoshi se rend lui-même à la police. Et ce sera une énorme erreur parce qu'il est aussitôt arrêté. Et cette arrestation, elle va changer le cours de sa vie. Dès les premiers instants, Yoshi affirme qu'il n'a pas tué la victime. À cette période, la pression sociale pèse sur les forces de l'ordre pour résoudre rapidement les affaires criminelles. Dans un contexte de militarisation croissante de l'État qui souhaite projeter une image d'ordre, de stabilité et de puissance, la police est un outil de contrôle politique et de nationalisme autoritaire. La nouvelle ampleur des médias, avec notamment la popularisation de la radio, renforce aussi les attentes de la population vis-à-vis du travail de la police. Résoudre vite les affaires n'est pas qu'une question de justice, c'est une nécessité politique et symbolique. Dans le cas de Yoshi, la police semble être plus concentrée sur le fait de trouver le premier suspect plausible que sur la recherche de réelles preuves. Selon le récit de Yoshi, un gang local aurait en réalité orchestré l'attaque. Mais en raison soit de leur influence, soit de l'incapacité des policiers à les incriminer, les autorités auraient préféré reporter leur attention sur un homme isolé et sans soutien comme lui. L'idée est simple, il faut un coupable. Et Yoshi Shiratori est une cible facile. Malgré l'absence de preuves tangibles, de témoins crédibles, et avec un plaidoyer d'innocence constant de l'accusé, le procureur réclame la peine de mort pour meurtre aggravé par un vol. La police a effectivement obtenu des aveux, mais seulement à force de pression et de torture. L'enquête a été bâclée et il n'y a aucune preuve matérielle contre Yoshi. Yoshi Shiratori est incarcéré début 1936 en détention provisoire à la prison d'Aomori. En poussant ses portes, il découvre pour la première fois le quotidien cruel des prisons japonaises de l'époque. Les détenus y sont traités comme des moins que rien, avec des horaires de travail forcés inhumains et des repas insuffisants. Les cellules, sombres et glaciales, sont conçues pour briser la volonté des hommes et les réduire au désespoir le plus total. Bien vite, il apprend à ses dépens que les gardiens n'hésitent pas à utiliser des formes de punition physique pour la moindre infraction au règlement qui est très stricte. Les détenus n'ont pas accès aux soins médicaux et les maladies se propagent rapidement, rendant la vie quotidienne encore plus infernale. Ces conditions, elles éveillent quelque chose en Yoshi Shiratori. Pourquoi est-ce qu'il devrait accepter cette condamnation alors qu'il n'est pas coupable? Toutes les injustices qu'il subit à Aomori ne font que nourrir son désir de justice et de liberté. Il lui faut peu de temps avant de prendre une décision folle mais vitale. Il va quitter cet endroit, quoi qu'il en coûte. Il se met alors à observer minutieusement tout ce qui l'entoure, notamment les gardiens. Notant leurs habitudes, leurs trajectoires et les brèves fenêtres de vulnérabilité dans leur routine, il découvre une faille essentielle. Il existe un intervalle de 15 minutes entre chaque ronde. Un quart d'heure seulement, mais un quart d'heure précieux. Un plan commence alors à prendre forme dans son esprit. Et pour le mettre à exécution, il a besoin d'un outil. Dans cet environnement hostile, impossible de compter sur une aide ou des ressources extérieures. Et c'est en un vieux seau de distribution de nourriture qu'il va trouver un allié indispensable, ou plutôt le bout de fer qui sert d'anse à ce vieux seau. Un objet insignifiant en apparence, mais qui devient l'élément clé de son projet d'évasion. Yoshi parvient à le décrocher discrètement et à le glisser dans ses vêtements. Puis, chaque soir, lorsqu'il est certain que personne ne l'observe, il manipule la serrure de sa cellule avec calme et persévérance, apprenant ainsi à la crocheter. Avant qu'il ne mette son plan à exécution, un dernier détail reste à régler, comment retarder la découverte de son absence. Les gardiens passent devant sa cellule à intervalles réguliers et le moindre indice d'évasion pourrait déclencher une alerte sur le champ. Il faut absolument qu'il gagne du temps. Il place des planches sous son futon pour créer l'illusion que son corps y est toujours endormi. Un soir de juin 1936, environ 8 mois après son incarcération, Yoshi se lance. D'un geste précis, il utilise le fil de métal pour déverrouiller la porte de sa cellule. Il avance silencieusement dans les couloirs sombres de la prison en évitant les gardiens. Il ne reste plus qu'à passer les dernières barrières et, aussi simplement que ça, il retrouve le souffle de la liberté. Mais à peine libéré des murs oppressants de la prison, il se retrouve confronté à une autre forme de lutte, celle de la survie d'un homme
traqué. Ses premières heures de liberté sont marquées par une urgence constante. Il sait que les gardiens lanceront des recherches intensives dans toute la région dès qu'ils découvriront son absence. Il choisit donc de s'éloigner rapidement des zones habitées, évitant les routes principales pour ne pas attirer l'attention. Après 3 jours d'errance sans nourriture et très peu d'eau, il est épuisé. Et c'est dans cet état de faiblesse qu'il commet une erreur fatale. Il tente de s'introduire dans un hôpital local pour y voler des médicaments et des provisions. Mais ce geste attire l'attention et il est aussitôt capturé par les autorités. Malgré le courage et l'ingéniosité dont il a fait preuve, son évasion s'achève au bout de 3 jours, avant même qu'il n'ait pu revoir sa femme et sa fille, et débouche sur des conditions de détention encore plus impitoyables. Désormais considéré comme un évadé dangereux, ses geôliers le transfèrent vers la prison d'Akita en 1941, une prison réputée pour sa sécurité infaillible et la cruauté de ses gardiens. Ces derniers ont entendu parler de l'évasion du détenu. Ils sont donc prêts à l'accueillir de la pire des manières. Et pourtant, loin de le faire abandonner, cette fuite avortée pose plutôt les bases d'une guerre personnelle contre un système conçu pour écraser toute résistance. L'oppression physique et psychologique qu'il subit ne font qu'aiguiser son esprit et renforcer sa détermination. Yoshi Shiratori a maintenant 34 ans et il n'est pas comme n'importe quel détenu. L'administration pénitentiaire a redoublé d'efforts pour rendre cette prison inviolable. Les cellules ont été conçues comme de véritables coffres-forts, avec des murs recouverts de plaques de cuivre lisse pour empêcher tout prisonnier de grimper ou de s'accrocher. Les fenêtres, si elles méritent encore ce nom, sont si petites qu'elles ne laissent passer qu'un mince filet de lumière et elles sont soigneusement scellées sur les plafonds incroyablement hauts des cellules. Yoshi, déjà affamé et affaibli par des mois de mauvais traitements, se retrouve ainsi enfermé dans une cage inhumaine. Le jour, il subit des travaux forcés extrêmement pénibles et le reste du temps, il est menotté en permanence et dort sur le sol froid de sa cellule. Régulièrement, il subit la violence et l'humiliation des gardiens. Un seul semble le prendre en pitié. Un certain Kobayashi qui, de temps en temps, vient voir comment il se porte et fait preuve d'une gentillesse inhabituelle à son égard. Les mois puis les années passent, mais l'enfer reste son quotidien. Jusqu'à un beau jour du 14 juin 1942. Les geôliers font leur tour de garde habituel et l'un d'eux ouvre la cellule de Yoshi. Et là, c'est le drame. Parce qu'elle est vide. Il est plus dedans. Les menottes sont sur le sol, comme si le prisonnier s'était volatilisé. Pour s'évader une seconde fois, Yoshi a analysé chaque centimètre de sa cellule, étudiant la manière dont elle avait été construite, notant les matériaux utilisés et cherchant la moindre faille. Et il se trouve que malgré l'impression d'invulnérabilité que donnent les murs et le sol de la geôle, le cadre du petit puits de lumière au plafond n'est pas en métal comme le reste, il est en bois. Et c'est là-dessus qu'a reposé son plan. À partir du moment où Yoshi a repéré cette faille, il s'est attelé à gratter, tordre et forcer les bords du cadre à l'aide d'objets rudimentaires trouvés ci et là. Pour ça, il a fallu que chaque nuit, il se débarrasse de ses menottes. Probablement en les crochetant, parce qu'apparemment il est devenu expert en la matière, et qu'il grimpe le long des murs glissants en se servant du mur d'en face comme d'un soutien pour se hisser jusqu'en haut. Et oui, pour ceux qui ont la ref, c'est exactement comme dans Cusco. Tout à fait. Tout ça évidemment dans un silence absolu bien sûr, afin de ne pas alerter les gardiens. Millimètre après millimètre, semaine après semaine, Yoshi a gratté le bois encore et encore. Le 14 juin 1942, la météo joue en sa faveur. Une violente tempête éclate et ça va être l'occasion parfaite. Il utilise les bruits assourdissants du tonnerre et de la pluie pour couvrir ceux de son opération. C'est un moment rare et imprévisible, exactement l'opportunité qu'il attendait. Tandis que les vents hurlent et que les éclairs illuminent sporadiquement son étroite cellule, il accélère ses efforts sur le cadre en bois qui finit par se desserrer. Dans un mouvement quasi surhumain compte tenu de la taille de la fenêtre, il y fait passer sa main puis ses épaules. Il parvient miraculeusement à s'en extirper et ce malgré les blessures infligées à son corps déjà fragile. À l'extérieur de la cellule, les murs du complexe carcéral sont eux aussi recouverts de cuivre lisse. Escalader ces murs, surtout avec la tempête, ça semblerait insurmontable à n'importe qui, parce que non seulement ils sont glissants à cause de la pluie, mais leur hauteur et leur texture sont conçus pour empêcher toutes les prises. Mais Yoshi, c'est un warrior et pour lui, il est hors de question de s'arrêter à ça. À l'aide de contorsions précises et d'une force presque animale, il parvient à se hisser et à atteindre le toit. La tempête le fouette, chaque geste est risqué, mais son instinct de survie l'emporte sur la peur. Après avoir franchi les dernières barrières, il ressent de nouveau ce sentiment de liberté. La pluie bat sur son visage, mais cette fois, loin de symboliser la difficulté, elle marque le premier instant d'une nouvelle chance. Yoshi, blessé et épuisé, sait toutefois que cette évasion n'est qu'un début. La liberté, elle veut rien dire si les autorités, alertées au matin, réussissent à le retrouver immédiatement. Il se met donc en marche dans l'obscurité pendant plusieurs kilomètres sans s'arrêter, jusqu'à s'éloigner suffisamment de la zone de surveillance. Et là vous vous dites qu'il se fait encore choper rapidement? Non. 3 mois s'écoulent. 3 mois de pure liberté. Toutefois, Yoshi réalise que cette pseudo-liberté, elle lui suffit pas. Il vit une vie de fugitif sans pouvoir rejoindre sa femme et son enfant. Le seul moyen pour lui de retrouver une vie normale serait d'être innocenté. Et c'est là où j'aime bien cette histoire parce qu'il y a un rebondissement inattendu qui va complètement changer le cours de l'histoire. Yoshi y repense tout d'un coup à Kobayashi, ce gardien qui avait fait preuve d'humanité envers lui. Et un espoir commence à naître. Cet homme lui avait montré qu'il pouvait y avoir des gens bien parmi les geôliers, alors peut-être que Kobayashi pourrait lui venir en aide, voire même devenir un allié. Ni une ni deux, Yoshi
Yoshi trouve son adresse et se met donc en marche jusqu'à sa maison. Ce dernier lui ouvre, l'accueille et les deux hommes discutent brièvement. Puis Yoshi s'absente un moment pour aller aux toilettes, un court instant qui suffit au gardien pour alerter la police. Cette trahison, ça va être un point de bascule pour lui. Elle va nourrir une méfiance profonde, non seulement envers les autorités, mais envers les gens de manière générale. De nouveau capturé, son transfert à la prison d'Abashiri est décidé. Et Abashiri, c'est un endroit dont la notoriété fait froid dans le dos. Nous sommes en 1943, Yoshi a 36 ans. Vraiment, le pauvre Yoshi, il enchaîne les galères et il est sûrement pas très loin de la prison à vie. Mais en revanche, vous savez quel truc super cool est garanti à vie? Et ben c'est la première application d'Odoo, notre sponsor du jour, gratuite à vie et qui inclut hébergement et support illimité. Et comme première application, vous pourriez par exemple choisir l'application Signature qui permet d'envoyer, de signer et d'approuver des documents en ligne hyper facilement. Presque aussi facilement que pour Yoshi de s'échapper de toutes les prisons du Japon apparemment, et encore, on n'est qu'à la moitié de l'histoire. Odoo propose cette solution sécurisée pour signer tous vos contrats, factures ou autres, sans avoir besoin de les imprimer ni de courir après les gens. Chaque signataire est identifié avec un lien unique et traçable, et toutes les opérations sont certifiées légalement dans plus de 100 pays. En plus, vous pouvez tout personnaliser. Alors, votre signature, bien sûr, mais vous pouvez aussi ajouter des noms, des adresses e-mail, et également rendre une signature obligatoire, déterminer l'ordre des signataires, ou encore leur envoyer des rappels automatiques s'ils vous font un peu trop poireauter. Parce que je vous connais et que ça m'étonnerait que vous ayez autant de patience que notre zozo du jour. Avec Odoo, vous gagnez du temps, vous professionnalisez vos